Jean-Louis Jadoul, qui est professeur en Belgique, professeur de didactique de l'histoire à l'Université de Liège, auteur de manuels, auteur de recherches nombreuses et intéressantes, qui va nous parler justement de sa recherche aujourd'hui. Je ne dis pas davantage pour laisser tout le temps qui reste. Merci d'être venu, Jean-Louis. Merci Marc-André. Puis au plaisir d'entendre ta conférence. Merci, merci beaucoup. Merci pour votre accueil, votre présence, qui est à la hauteur de l'accueil québécois. Voilà, donc j'ai choisi de vous présenter en fait un programme de recherche qui porte sur la maîtrise du temps, la maîtrise de la temporalité historique, mais je préfère dire la temporalité historienne. Il s'agit d'un programme de recherche qui est en cours, qui a démarré en janvier 2017, mais qui a été précédé d'une étude de cas. Et donc je vais me concentrer essentiellement sur cette étude de cas, qui a été le point de départ et l'amorce de ce programme tout entier. Je vais procéder de façon extrêmement classique, évidemment, en prenant quand même bien le temps d'asseoir la problématique, parce que je pense qu'elle est, fort interpellante et importante. Je passerai plus brièvement sur le cadre théorique, même si c'est aussi important. Je m'attarderai assez longtemps sur le dispositif de recherche. J'ai envie de vous présenter notamment les instruments de recueil de données, 2 questionnaires qui ont été élaborés et qui, à mon avis, ne sont pas parfaits. Donc, vos observations et remarques seront sûrement importantes et forcément, on s'arrêtera sur les résultats et on essaiera de les discuter. Quel est le problème? Ben, la recherche prend comme point de départ un état de fait. C'est que l'histoire s'enseigne dans l'ordre chronologique. Et cet état de fait, il se complète d'un second état de fait, c'est que c'est une évidence qui n'est quasiment pas discutée par les acteurs de l'enseignement de l'histoire. Et si cette évidence n'est pas discutée, c'est d'abord parce que c'est une évidence très ancienne. Quand on se réfère par exemple aux travaux d'Annie Bruter, on se rend compte qu'en fait elle est multiséculaire. Depuis le XVIIe siècle, il y a cette évidence que enseigner l'histoire, c'est la faire, même pas découvrir, la transmettre dans l'ordre chronologique. Donc c'est une évidence qui a pour elle l'ancienneté. C'est une évidence qui est aussi au centre de l'identité, des conceptions, des représentations que les enseignants d'histoire se font de ce que c'est qu'enseigner l'histoire et de ce que c'est que l'histoire comme discipline scientifique et scolaire. Je préfère à différents travaux qui sont cités là, et pour la Belgique francophone, à la thèse de doctorat de Mathieu Bouon, qui a été un de mes brillants doctorants, un de mes bébés, comme je dis. C'est aussi une évidence qui est confortée par certains didacticiens de l'histoire. J'en ai cité 2 là, qui vont dans le sens qui plaident pour un enseignement de l'histoire chronologique. Cette évidence est aussi renforcée par les programmes et par tout le matériel pédagogique qui est offert aux enseignants, et particulièrement les manuels scolaires qui, à de rarissimes exceptions, sont tous construits selon la logique chronologique. Et pourtant, depuis qu'on enseigne l'histoire dans l'ordre chronologique, les enseignants ne cessent de se plaindre que les élèves ne maîtrisent pas la chronologie. Rien que ça, pour moi, c'est interpellant. Personnellement, j'ai encore pu le vérifier dans une recherche que j'ai conduite entre 2002 et 2009. C'est une recherche qui portait sur la maîtrise des acquis culturels des élèves. Je fais vite une toute petite parenthèse à ce sujet-là, mais je vous rassure, elle ne sera pas très longue. Donc c'est une recherche transversale qui a procédé par comparaison entre les performances d'élèves sortis du secondaire en 2002 et donc la cohorte de 2002 a été comparée à la cohorte de 2009. Elle prenait appui, cette recherche, sur une représentation des enseignants d'histoire qui étaient convaincus que l'approche par compétences allait amener une déperdition en termes de savoir culturel. Donc en avril 2001, c'est-à-dire au moment où les nouveaux programmes qui allaient
implémenter l'approche par compétences en Belgique francophone, au moment où les nouveaux programmes allaient être implémentés. En avril 2001, j'avais été chargé d'une enquête auprès des enseignants pour essayer d'évaluer un petit peu leur perception par rapport à cette approche, leurs craintes, leurs espoirs, ça ils en avaient très peu. Et les enseignants d'histoire étaient 58% à être soit tout à fait d'accord, soit d'accord, les jaunes et les gris, avec l'affirmation qui est là. Pour eux, l'approche par compétence allait amener à une réduction des connaissances des élèves et particulièrement des connaissances culturelles des élèves. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai conduit une recherche transversale où j'ai comparé deux cohortes. Une cohorte en 2002, c'était les élèves qui sortaient du système éducatif sans avoir subi l'approche par compétence. Et 2009, c'était des élèves qui avaient supposément vécu, subi l'approche par compétence. Voilà, donc je vous passe le détail puisque ce n'est pas l'objet de l'exposé, mais les résultats principaux sont là. D'abord, il n'y avait aucune déperdition des acquis culturels entre 2002 et 2009. Donc, c'est un résultat quand même déjà assez interpellant. Il y avait même une certaine progression statistiquement significative sur certaines habiletés ou dans certains domaines, je ne peux pas développer. Mais c'est vrai que quand on regardait certains résultats qui avaient trait à la maîtrise de repères chronologiques ou à la capacité à situer dans le temps, les résultats étaient extrêmement, je ne sais pas trop comment les caractériser, extrêmement faibles. Donc il y avait deux questionnaires différents. En 2000, si on regarde le premier questionnaire, entre 2002 et 2009, vous voyez que les résultats étaient stables au niveau des habiletés liées à la maîtrise du temps. Entre 2002 et 2009, le deuxième instrument de mesure mettait en évidence plutôt une progression statistiquement significative, mais on était quand même à un niveau de maîtrise qui était mesuré avec l'instrument de mesure et toutes ses limites, évidemment, à un niveau de maîtrise qui était estimé entre 40 et 50%, ce qui n'est quand même pas extrêmement brillant. Voilà. Donc, la perception des enseignants que les élèves ne maîtrisent pas la chronologie, j'ai pu un tout petit peu la vérifier à travers cette recherche-là. Donc, d'un côté, on a cette évidence, l'histoire s'enseigne dans l'ordre chronologique, mais de l'autre côté, on a des résultats de recherche ou des perceptions qui nous donnent à penser que c'est peut-être pas très efficace, cette manière d'enseigner l'histoire dans l'ordre chronologique. Et puis, on a quand même aussi un certain nombre d'auteurs qui la discutent au plan théorique, au plan épistémologique, au plan pédagogique et au plan didactique. Je m'arrête un tout petit peu plus sur ces trois éléments un peu plus théoriques. Au plan pédagogique, il y a un certain nombre d'auteurs estiment que privilégier l'ordre chronologique, c'est privilégier une logique d'exposition sur une logique de découverte. J'aime assez bien la distinction que Michel Minder, qui est un pédagogue de l'université de Mons en Belgique, fait entre la logique rationnelle et la logique fonctionnelle. C'est une distinction qui m'a énormément appris. Je m'y arrête donc 2 secondes. Qu'est-ce que c'est qu'un mode rationnel de mise à disposition des connaissances? C'est un mode d'organisation de l'apprentissage et de l'enseignement qui privilégie une mise en ordre réputée naturelle des connaissances. Partir des causes et aller aux conséquences, aller du plus ancien au plus récent, donc on voit bien la chronologie, ou partir du plus simple et aller au plus complexe. Par contre, procéder de façon plus fonctionnelle, en tout cas c'est les termes qu'il utilise, ce serait privilégier un mode d'organisation de l'apprentissage qui promeut une logique de découverte. Et c'est vrai que quand l'être humain découvre, quand l'être humain apprend, quand l'enfant apprend, il ne part pas des causes pour aller aux conséquences, il part souvent des conséquences pour remonter aux causes. Je constate que, je m'interroge pourquoi et je cherche. Il part rarement du plus ancien pour aller au plus récent. Il part peut-être plus souvent du plus récent pour aller vers le plus ancien. Et il ne parle pas du simple pour aller vers le plus complexe, je pense qu'il part souvent du complexe, une situation difficile, complexe, pour aller au plus simple, pour essayer de comprendre le plus complexe. Et donc, je pense qu'enseigner l'histoire dans l'ordre chronologique, c'est privilégier une logique qui est une logique rationnelle.
c'est donc privilégier la logique en fait, de celui qui sait et qui, sachant, a mis en ordre rationnellement ses connaissances et qui la transmet. Alors que privilégier une logique fonctionnelle, ce serait, me semble-t-il, à plus juste titre, privilégier la logique de celui qui apprend, qui ne sait pas donc, et qui cherche à débrouiller les chevaux de la complexité et des fils. Donc ça, c'est un premier élément de nature pédagogique, je pense, qui vient discuter cette évidence qu'il faut encore enseigner l'histoire dans l'ordre chronologique. J'ai pris une petite citation de André Lefebvre, qui est d'un de vos éminents grands didacticiens de l'histoire québécois. Pour éveiller un esprit, au lieu de dresser un petit animal, l'enseignement doit de toute nécessité suivre l'ordre d'invention et non l'ordre d'exposition. Je trouve ça extrêmement fort et extrêmement parlant. Moi-même, dans une publication de 2005, j'ai essayé de défendre l'idée que enseigner l'histoire dans l'ordre chronologique, c'est finalement priver les élèves d'utiliser la chronologie. C'est les empêcher de l'utiliser comme un outil de structuration de leurs connaissances. Dérouler la chronologie, c'est les priver de la construire eux-mêmes. Donc là, il y a un premier élément de discussion théorique, me semble-t-il, qui me semble, en tout cas, ne pas pouvoir être écarté d'un revers de la main. Je le dis moi-même. Sur le plan plus épistémologique, à présent, je ne vais pas m'arrêter trop longtemps, mais tout qui connaît les processus de connaissance de l'histoire, tout qui a déjà vu un historien travailler, d'ailleurs vous êtes peut-être certains d'entre vous des historiens, c'est bien évidemment que la chronologie n'est pas un donné, mais un construit. L'historien qui travaille dans sa salle d'archives ne découvre pas par je ne sais quel miracle, n'exhume pas par je ne sais quel miracle une espèce de chronologie toute faite au fur et à mesure qu'il ouvre ses boîtes d'archives. Ce qu'il découvre, ce sont des informations, ce sont des données, ce sont des artefacts, ce sont des documents qui sont absolument, qui sont dans un désordre chronologique absolu. Et la chronologie, c'est lui qui va la construire pour donner sens, pour interpréter la documentation. Donc pourquoi est-ce qu'en classe, l'histoire s'enseignerait dans un ordre chronologique préétabli, préconstruit par l'enseignant, alors que dans sa salle d'archives, l'historien utilise le temps pas comme une donnée préétablie qu'il recevrait comme un message révélé, mais comme un outil intellectuel qui lui permet de mettre de l'ordre dans les informations qu'il découvre. Donc là, il y a un élément épistémologique qui me semble vraiment être, sur lequel il me semble qu'il faudrait s'arrêter. Sur le plan du développement, de la psychologie du développement, c'est beaucoup moins mon domaine, mais je pense que le temps n'est pas non plus un donné qui est reçu par l'enfant. Le temps est un construit humain qui s'élabore au fur et à mesure du développement de l'enfant. Donc il me semble qu'il y a des éléments aussi théoriques d'ordre pédagogique, épistémologique et didactique pour questionner cette évidence que l'enseignement de l'histoire devrait ou doit s'enseigner, se faire dans l'ordre chronologique. Donc le projet sous-jacent à l'étude de cas que j'ai conduite est de questionner cette tradition scolaire qui veut que l'histoire s'enseigne dans l'ordre chronologique et plus précisément d'évaluer l'efficacité d'un mode d'enseignement partiellement non chronologique. Alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, faire apprendre l'histoire de manière partiellement non chronologique? Donc j'ai développé pour mes étudiants différents types de démarches partiellement non chronologiques, parce qu'elles sont toujours forcément chronologiques. On ne sait pas enseigner l'histoire sans mobiliser la catégorie du temps, sinon on ne fait pas de l'histoire. Donc il ne s'agit pas d'enseigner l'histoire de façon achronologique, il s'agit de l'enseigner de façon partiellement non chronologique, ou pas dans une chronologie continue préétablie. Alors, personnellement, avec mes étudiants, j'essaie de leur faire apprendre 3 types de démarches. Je vais juste m'arrêter sur la troisième, puisque c'est celle qui a été mise sous la loupe dans l'étude de cas. Bon, la première est assez évidente, c'est arpenter l'histoire à rebours, donc c'est l'approche rétrospective ou l'approche rétrogressive, partir de la conséquence pour remonter aux causes, par exemple. Ça me paraît être beaucoup plus significatif ou signifiant pour des élèves et beaucoup plus porteur, parce que ça va leur permettre justement de mobiliser le temps comme une catégorie pour mettre en ordre les connaissances qu'ils élaborent. Il y a aussi ce que j'appelle l'approche mosaïque, qui consiste dans
dans une succession d'événements où, quand on étudie un phénomène d'assez longue durée, d'aller approcher des moments qui sont des moments discontinus, et puis après, en les mettant en contraste les uns les autres, d'amener une interrogation sur les processus qui ont permis le passage d'un moment ou d'une phase à l'autre. On s'arrête sur Louis XVI, monarque absolu. On met directement les élèves en position de découvrir la première République en France. Tiens, il n'y a plus de droit. Et puis, on les met en situation de découvrir, tiens, 1804, il y a un Napoléon là, qui est sur un trône qui a l'air de ressembler à s'y méprendre, à Louis XVI, ou à Louis XIV. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est pour moi une approche mosaïque super intéressante qui va permettre aux élèves de naviguer dans le temps et puis de travailler les interstices. La troisième approche que je suggère à mes étudiants, c'est ce que j'appelle les parcours chronologiques emboîtés. Je les ai développés dans l'ouvrage que certains connaissent, qui est un ouvrage qui se veut de synthèse sur la didactique de l'histoire. Donc l'idée, c'est très peu lisible pour vous ici, je pense, mais je vais vous l'expliquer en 2 mots. L'idée, c'est de permettre aux élèves, durant une année scolaire déterminée, de parcourir plusieurs fois la portion chronologique qui est dévolue à l'année d'études, parce que chez vous comme chez nous, je pense, chaque année d'études classiquement se voit consacrée plutôt à une période. Donc l'idée, c'est de parcourir la totalité de la période qu'il s'agit d'enseigner, mais de la parcourir avec chaque fois un thème ou une thématique particulière. Ici, c'est un exemple qui correspond au programme de la 4e année du secondaire en Belgique francophone. C'est une année qui est consacrée à l'étude du Moyen-Âge et des temps modernes, donc du 11e au 18e. Voilà un exemple de parcours chronologique emboîté que j'ai moi-même mis en place dans l'enseignement secondaire, puisque j'y ai enseigné pendant 18 ans, avec un premier parcours, par exemple, sur les horizons géographiques. Tiens, au fond, les hommes qui ont vécu du 11e au 18e siècle, qu'est-ce qu'ils connaissaient du monde? Nous, avec nos machines ici, on connaît tout du monde. Enfin, on croit connaître tout du monde, mais eux, c'était quoi leur univers géographique et mental? Puis, un deuxième parcours sur des expressions artistiques, un troisième sur les croyances, y compris la philosophie avec la philosophie des Lumières, et puis un quatrième parcours sur pouvoir et société. Et donc l'idée, c'est de permettre aux élèves de parcourir plusieurs fois la chronologie, et au fur et à mesure que les parcours se déploient, d'emboîter évidemment les chronologies. C'est pour ça que je parle d'un parcours chronologique emboîté, c'est-à-dire de se rendre compte qu'au moment où il y a les grandes découvertes, il y a la Renaissance. Et au moment où il y a les grandes découvertes et la Renaissance, on est encore dans un système de monarchie extrêmement centralisé. Au moment où, on peut prendre 50 exemples différents, pour permettre aux élèves à la fois de travailler la diachronie, mais aussi la synchronie, et de détecter éventuellement des causes, des conséquences, des changements et des continuités qui se situent dans des dimensions différentes. L'étude de cas portait sur un enseignant. C'est une étude de cas. Donc, on n'est évidemment pas dans une étude représentative, mais je pense que les résultats que je vais vous montrer sont suggestifs. C'est un enseignant qu'on va dire chevronné. Il est historien de formation, il a fait un master en histoire, et puis après, il s'est formé à enseigner l'histoire. Donc, c'est le profil chez nous. Il travaille dans un établissement en milieu urbain, dans un établissement plutôt défavorisé. Les établissements chez nous sont cotés sur une échelle de 1 à 20, de 0 à 20. Et voilà, la note de son établissement, 6 sur 20. Donc c'est plutôt la banlieue désindustrialisée de Liège. On est dans une classe de 4e année, et on est dans l'enseignement général, donc pas dans l'enseignement professionnel ou de qualification. Alors, jusqu'en 2012-2013, cet enseignant enseignait, comme tout le monde, de façon chronologique. Donc il procédait dans une logique de parcours chronologique continu, et le programme lui demandait de partir de la fin du 15e, 1492, et d'aller jusqu'au Congrès de Vienne, 1815. Et donc il avait l'habitude, depuis 15 ans, d'enseigner cette période en démarrant au 1er septembre en 1492 et en arrivant, si tout va bien, au 30 juin en 1815. À partir de 2013-2014, très insatisfait de son enseignement, des résultats que ses élèves obtenaient, très insatisfait de leur maîtrise de la chronologie,
c'est comme ça qu'il est venu me voir. Il a élaboré avec moi, mais c'est d'abord lui qui l'a élaboré, un scénario de parcours chronologique emboîté. En fait, il a parcouru cette période, 1492-1815, avec ses élèves à 5 reprises. Je ne sais pas si vous pouvez lire les thématiques qui ont chaque fois servi de fil rouge. Une thématique plutôt centrée sur les sociétés, une thématique sur le pouvoir, une thématique sur humanisme, réforme, philosophie des Lumières, révolution américaine et française, donc philosophie et philosophie politique en particulier. Une troisième thématique centrée sur les grandes découvertes et la géopolitique européenne. Vous voyez que chaque fois, il y a des concepts qui sont un peu accrochés, qui sont des concepts imposés par le programme, en fait, et qui servent de clé d'analyse, de fil rouge. Donc ici, c'est un parcours centré sur les questions liées à l'impérialisme et à la colonisation. Et puis du Congrès de Vienne aux prémices de la Révolution de 1830, Révolution belge de 1830, un parcours centré sur la problématique du nationalisme. Et donc, à 5 reprises, 5 si je compte bien, les élèves étaient amenés à parcourir l'ensemble de la période 1492-1815, pas nécessairement dans toute son amplitude, mais enfin dans une certaine amplitude. Chaque parcours débouchait sur l'élaboration d'une frise chronologique réalisée avec et par les élèves, évidemment, et les différentes lignes du temps étaient chaque fois emboîtées les unes dans les autres, de façon à découvrir des synchronies et établir des liens de cause-conséquence, au besoin, entre des éléments qui sont découverts à propos de thématiques différentes. Alors, le recueil des données s'est fait à partir de 2 questionnaires. Un questionnaire à choix multiples, donc un questionnaire fermé et un questionnaire ouvert. Ces 2 questionnaires ont été construits sur base d'un certain nombre de dimensions, parce que mesurer la maîtrise de la temporalité historienne, c'est très beau, mais ça suppose qu'on sache c'est quoi la temporalité historienne, c'est quoi maîtriser le temps. Donc il y a un travail théorique qui a été réalisé par votre serviteur au préalable, qui m'a permis de dégager les 7 dimensions suivantes. Donc maîtriser le temps, concrètement, c'est être capable de situer dans le temps, élaborer ou identifier une succession, identifier des causes-conséquences, apprécier des durées, identifier des changements, des continuités, périodiser ou déceler des synchronies. Les 2 questionnaires ont été administrés aux élèves. Donc fin 2013, ça ce sont les élèves qui avaient bénéficié d'un enseignement chronologique continu. Et puis fin 2015, je lui ai laissé en fait 2 années scolaires pour qu'il mette au point son dispositif, qu'il se fasse un peu la main. Fin 2015, c'est une 2e cohorte d'élèves qui, elle, avait bénéficié de ces parcours chronologiques emboîtés. Ça va? Donc, on est dans le même établissement, on est à 2 années d'intervalle, mais on n'est pas devant les mêmes élèves. Ça, c'est évidemment un élément qui doit attirer notre attention et notre prudence critique, et moi le premier. Je vous montre rapidement les outils de recueil de données. Je pensais notamment à toi, Alexandre, que ça pourrait éventuellement t'intéresser. Et voilà, ils ont été complexes à élaborer. Voilà, je m'attarde d'abord sur le questionnaire à choix multiples, donc le questionnaire fermé. Bon, ici, c'est une première question très classique. Situé dans le temps des événements ou des personnages, tout simplement, tiens, le premier tour du monde par Magellan, c'est quel siècle? Voilà. Très simple, mais ça renvoie à la dimension de la maîtrise du temps qui est située dans le temps. Vraiment pas très original. La deuxième question, on demande à l'élève, pour chaque paire d'événements ou de personnages ou de phénomènes, de les classer dans l'ordre chronologique. Tiens, est-ce que la monarchie parlementaire précède la monarchie absolue ou pas? Est-ce qu'on passe d'une société de classe à une société d'ordre ou d'une société d'ordre à une société de classe? Bonne question. C'est évidemment la succession, la diachronie qui est travaillée ici, mais aussi l'habileté de l'élève à identifier des causes et des conséquences. Parce que convocation des États généraux, décapitation de Louis XVI, il y a une logique de succession, mais il y a quand même une logique de cause à conséquence. Okay? La monarchie parlementaire est
une réaction contre la monarchie absolue. Donc il y a une succession, mais il y a quand même une dynamique cause-conséquence. Voilà, dans la même veine, un autre type de question, je vais peut-être aller un tout petit peu plus vite. Ici, une question qui a été assez complexe à élaborer, alors que ça paraît finalement assez simple. Est-ce que le voyage de Christophe Colomb, ça dure plusieurs siècles, plusieurs décennies, quelques années, quelques mois, quelques jours, un jour ou moins? Est-ce que l'Ancien Régime, ça dure un jour, quelques mois, plusieurs décennies, plusieurs siècles? Donc ici, c'est voir dans quelle mesure l'élève est capable d'apprécier l'épaisseur du temps. Pour nous, évidemment, ça paraît extrêmement évident et simple, mais voilà, c'est la question de la durée. La suppression des privilèges en France, ça prend quoi? Ça prend des siècles? C'est un processus qui prend quelques années? C'est un processus qui prend quelques jours? Ou c'est un processus qui se fait en un jour? On n'est pas nécessairement d'accord sur la réponse, d'ailleurs. Alors ici, un vrai ou faux, entre le XVIe et la Révolution française, les conditions de vie et de travail des paysans en France ont beaucoup évolué. Vrai ou faux? Les grandes découvertes ont eu un impact négatif sur les populations amérindiennes. Vrai ou faux? Les humanistes et les philosophes des Lumières partagent des idées communes. Vrai ou faux? Donc ici, on essaye plutôt d'évaluer, je pense, les changements et les continuités. Entre le XVIe et la Révolution française, les conditions de vie des paysans en France ont beaucoup évolué. Non. On est plutôt dans une continuité. Est-ce que les grandes découvertes ont eu un impact sur les autres populations amérindiennes? Ce n'est pas à vous que je dois le demander. Donc on est ici plutôt sur la question du changement et de la continuité. Cette question-ci, j'espère que je ne m'appesantis pas trop là-dessus, il faut me le dire. Ce jeu de questions-ci a été aussi assez complexe à élaborer. Charles Quint aurait pu s'inspirer de la philosophie des Lumières et accorder des droits et libertés aux Indiens d'Amérique du Sud. C'est pas évident pour tous les élèves, hein, ça. Louis XIV aurait pu s'inspirer de la monarchie anglaise et démocratiser les régimes politiques en vigueur en France. Bien sûr que oui. Puisqu'en 1688-1689, il est déjà sur le trône du royaume de France. Au lieu de se mettre au service des souverains catholiques, Colomb aurait pu se mettre au service de souverains protestants. Un peu compliqué. Donc voilà, ici on est sur la succession et la diachronie, mais aussi les synchronies. Puisque évidemment il y a les deux dimensions qui s'entremêlent. Périodiser, beaucoup plus complexe d'apprécier la capacité des élèves à périodiser. Donc on a procédé en lui proposant des périodisations et en lui demandant si elles sont correctes ou pas correctes. On peut distinguer 3 étapes dans l'histoire politique de la France. L'Ancien Régime jusqu'à la mort de Louis XIV. Tiens, l'Ancien Régime, ça finit avec la mort de Louis XIV. L'apparition d'une monarchie constitutionnelle après la mort de Louis XV. Tiens. Et puis la naissance de la République après le Congrès de Vienne. Donc une périodisation qui est, me semble-t-il, franchement incorrecte. Et puis on lui propose évidemment des périodisations, celle-ci est probablement plus correcte, enfin j'espère. Voilà, donc on lui propose des périodisations et puis on lui demande celles qui lui paraissent correctes ou pas correctes. Voilà, on est sur cette dimension-là de la maîtrise du temps. Et puis c'est la dernière question du questionnaire fermé, je vous présente après le questionnaire ouvert. Voici 7 événements ou phénomènes historiques ou personnages historiques. Révolution anglaise, civilisation aztèque, Louis XVI, Congrès de Vienne, humanisme, Louis XIV, déclaration d'indépendance des États-Unis. Et on demande à l'élève de les associer par paire. Il y a évidemment 7 éléments, on ne pourra faire que 6 paires. Ça, c'est le petit jeu. On lui demande d'associer les événements qui sont synchroniques, de les associer par paire. Donc, on travaille la synchronie. Et voilà les paires, mais je suis sûr que vous les aviez découvertes si vous aviez eu le temps de les examiner. Donc, on a un premier questionnaire fermé. Alors, quand on l'a élaboré, on s'est dit qu'il ne manquait peut-être pas d'intérêt, mais qu'il supposait en fait la maîtrise préalable de toute une série de connaissances, évidemment. Impossible de répondre à ça si ces objets à enseigner n'ont pas fait l'objet d'un apprentissage, s'il n'y a pas des connaissances déclaratives du côté de l'élève. Donc on a essayé, et donc la mesure de la maîtrise de la temporalité était forcément, avec cet outil-là, colorée par la maîtrise des connaissances. Donc on a essayé du coup de mettre au point un deuxième questionnaire qui tenterait de neutraliser la maîtrise de connaissances préalables. Et c'est un questionnaire
ouvert qui porte sur la Révolution belge de 1830. Donc là, on a soumis à l'élève un dossier documentaire dont je vous montre les composantes pour que vous voyez quand même un petit peu la complexité. On est avec des élèves donc, de 4e secondaire, donc ça veut dire des élèves de 15-16 ans. Une première carte sur les révolutions en Europe en 1830, une carte qui présente l'Europe en 1815, donc avant, et donc les documents ne sont pas mis dans l'ordre chronologique, évidemment, avant les révolutions de 1830, deux documents, un document iconographique, le texte qui est ici reproduit, le texte qui est ici en dessous, et un document textuel, c'est un extrait d'un opéra avec un commentaire, un petit document statistique assez simple, un document textuel, un document iconographique assez complexe avec des informations complémentaires, mais qui ne dispense pas de la lecture de l'iconographie à proprement parler. Donc ça, c'est le dossier documentaire de base, donc de cartes, de iconographie, de textes, si je me souviens moi-même de ce que je vous ai montré. Qu'est-ce qu'ils doivent faire avec ça? Il y a 3 tâches. C'est peut-être un peu petit pour vous. Sur la base des documents, on leur demande d'abord de rédiger un bref texte de synthèse où ils racontent ce qui s'est passé à l'époque en Europe et en Belgique. Donc ils doivent faire un récit à partir des documents qu'ils ont à leur disposition, et on leur demande de bien remettre les informations dans l'ordre chronologique, être précis au plan chronologique et à bien explorer tous les documents. Ensuite, quand ils ont fini leur récit, deuxième tâche, on leur demande d'identifier les étapes. À partir de ce récit, d'essayer de dégager des étapes de l'évolution qu'ils ont racontées, de mettre en évidence pour chaque étape la période que chaque étape recouvre, la durée respective de chacune de ces étapes, et de résumer en quelques mots ce qui s'y passe. Ensuite, on leur demande de repérer ce qui pourrait être, à partir de la documentation, la troisième tâche, les causes possibles de cette évolution. Et puis la dernière tâche, là je leur ramène 2 documents supplémentaires, 1, 2, et je leur demande de repérer quelles sont les différences et les ressemblances entre la Belgique avant l'évolution qu'ils ont racontée et après l'évolution qu'ils ont racontée. Donc c'est un questionnaire organisé avec 4 tâches. A priori, il n'y a pas de connaissances déclaratives à maîtriser au préalable, donc il ne faut pas avoir étudié le Congrès de Vienne et la Révolution belge pour pouvoir réaliser les tâches, mais forcément, il y a des connaissances déclaratives et procédurales qui sont immanquablement mobilisées pour comprendre la documentation. Et chacune de ces tâches renvoie à des dimensions que j'ai mises là en rouge sur fond jaune de la maîtrise de la temporalité historienne. Résultat, je vous les donne en vrac, comme ça je suis sûr que vous en aurez connaissance dans la totalité, et puis je les passe en revue. La maîtrise de la temporalité historienne reste globalement faible. Enfin, j'utilise ce terme, mais on va regarder ce que ça veut dire. Elle est faible, mais il y a des différences de moyenne significatives, en tout cas pour certaines dimensions de la maîtrise de la temporalité historienne, entre 2013 et 2015, ce qui me permet de poser l'hypothèse que le dispositif dit des parcours chronologiques emboîtés apporterait une plus-value en termes de maîtrise de la chronologie. Je vais vous montrer les résultats de suite. Il y a clairement un effet classe. Donc il y a des classes où clairement la maîtrise est nettement meilleure que dans d'autres. Je pense que ce n'est pas une révolution en sciences de l'éducation, mais on sent clairement qu'il y a un effet classe. Donc le fait d'appartenir à une classe a l'air d'avoir un effet nettement très sensible en tout cas. Il y a peu de corrélation avec la langue parlée à la maison. Ça, c'est un résultat qui m'interroge un petit peu plus. Il y a une forte corrélation avec le diplôme de la mère. Ça, je pense que c'est aussi classique en sciences de l'éducation. Et tant pis pour les papas ici présents, il y a une quasi-absence de corrélation avec le diplôme du père. Donc, ne nous occupons plus des devoirs de nos enfants. Alors, je parcours rapidement
ces résultats-là, une faible maîtrise de la temporalité historienne. Donc ici, vous avez deux diagrammes qui vous montrent la distribution des résultats aux deux questionnaires. Donc, ce sont les résultats cumulés aux deux questionnaires en 2013 et en 2015. On ne regarde pas encore les différences pour l'instant. Donc, si on regarde les choses de façon très brute, sur un score maximum de 86, ici, la moyenne est peut-être 32, et ici, elle est de 38. Donc, on a un niveau, si on regarde ça en termes de notes, comme un enseignant le ferait peut-être, on a un niveau de maîtrise qui est, je ne sais pas le dire autrement, assez faible. 32 sur un score maximum de 86, 38 sur un score maximum de 86. Si on regarde comment les choses se déclinent plus précisément questionnaire par questionnaire, voici pour les questionnaires fermés, 24 sur 53, 29 sur 53. Le questionnaire ouvert que je vous ai présenté avec les documents à travailler, les scores sont nettement moins bons. Donc 7 sur 33 ou 8 sur 33. Donc la maîtrise de la chronologie, c'est peut-être des ponts à faire avec votre recherche, la maîtrise de la chronologie appréciée en neutralisant, soi-disant, enfin je ne sais pas, des connaissances déclaratives et en la faisant opérer sur base de supports documentaires est nettement meilleure. Donc on a des résultats qui sont faibles. Je ne sais pas trop comment les appeler autrement. Alors évidemment, la question se pose de savoir si ces résultats sont faibles parce qu'éventuellement les tests étaient trop sévères ou que les barèmes de correction étaient trop exigeants. On sait évidemment bien que la mesure dépend de l'instrument de mesure. Voilà, donc ça on peut éventuellement se poser cette question. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit les tests et les barèmes de correction qui soient en cause. Donc j'ai fait des calculs de corrélation pour voir s'il y avait corrélation entre les résultats des élèves au test et les résultats des élèves à l'entrée dans le dispositif. Donc j'ai demandé à connaître pour tous les élèves quels étaient leurs scores à l'entrée, à la fois en histoire, donc quelle était la note que l'enseignant d'histoire de l'année précédente leur avait mise, et aussi quel était leur score, toutes disciplines confondues, l'année qui précédait. Évidemment, je ne sais pas comment ces notes moyennes ont été délivrées. Ça va ? Il est clair que pour le cours d'histoire, elles n'ont pas été délivrées sur la base de la maîtrise de la temporalité historienne. Voilà. Mais j'avais une mesure des scores à l'entrée. Je ne vais pas détailler ça, mais donc ici vous avez chaque fois le score, par exemple en 2013 sur le QCM, et je regarde la corrélation avec le score que les élèves avaient aux yeux de leur professeur en histoire quand ils sont rentrés dans l'année scolaire 2013, fin 2012. Et j'ai fait un tout simple calcul de corrélation. Ce qui est frappant, c'est chaque fois que les indices sont en rouge, ça veut dire que la corrélation est significative statistiquement. Ce qui est assez frappant, me semble-t-il, c'est que, vous voyez le nombre d'indices en rouge. Ce qui est frappant, c'est que les élèves réputés les plus compétents à l'entrée sont aussi ceux qui maîtrisent le mieux la temporalité à la sortie. Donc il y a vraiment une corrélation très forte entre le score qu'ils obtiennent à partir de mes outils et le score qu'ils obtenaient aux yeux de leur professeur d'histoire de l'année précédente ou leur score moyen comme élève à la sortie de l'année scolaire précédente. Alors moi, ça me pose deux questions, sûrement que vous voulez poser évidemment, au moins deux. Mais comment expliquer cette corrélation alors que le score à l'entrée ne mesure pas ou peu la maîtrise de la temporalité, mais plutôt la maîtrise de connaissances déclaratives, procédurales. Je me base surtout sur les scores à l'entrée en histoire, ce que les enseignants d'histoire évaluent classiquement, et prioritairement, c'est la restitution de savoir ou la capacité à savoir refaire des procédures, la maîtrise de savoir-faire. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer cette corrélation alors que finalement, mes outils ne mesurent pas, je pense, ce que j'imagine qu'eux mesuraient à travers leur score à l'entrée. Je vous propose une hypothèse d'explication. Il me semble que les deux questionnaires que j'ai produits
sûrement le premier pour les savoirs déclaratifs, mais certainement aussi le second, le questionnaire ouvert, pour des savoirs déclaratifs, mais aussi pour des savoirs procéduraux, puisqu'il s'agit de lire de la documentation, en fait, évalue aussi immanquablement, inévitablement, vous m'aiderez peut-être à faire mieux, mais évalue aussi immanquablement et inévitablement des savoirs déclaratifs et procéduraux. Et donc, il y a peut-être, qui sont sans doute ceux que les enseignants évaluaient prioritairement, voire uniquement. Et donc, c'est peut-être pas si étonnant qu'il y ait une corrélation, alors que j'étais censé évaluer autre chose, mais je n'ai pas trouvé le moyen, techniquement, intellectuellement, de mesurer la maîtrise de la temporalité historienne en faisant fi de prérequis ou de la maîtrise de savoirs déclaratifs et procéduraux. La deuxième question que je me suis posée, on peut revenir évidemment sur ça tout à l'heure, si je peux vous répondre. La deuxième question que je me suis posée, c'est de savoir si, compte tenu de cette corrélation très forte entre ce que je mesure et les scores antérieurs, la question c'est de savoir si mes questionnaires mesuraient l'effet du dispositif parcours chronologique emboîté ou il n'était pas simplement le reflet du niveau antérieur des élèves. Alors pour approcher cette deuxième question-là, j'ai essayé de comparer les niveaux de maîtrise en 2013 et 2015. Donc 2013, les élèves n'ont pas bénéficié des parcours chronologiques emboîtés, ils ont appris l'histoire dans l'ordre chronologique. 2015, ils ont bénéficié de l'approche 5 parcours chronologiques emboîtés. Alors voilà ce que ça donne quand je calcule les différences de moyenne par dimension entre 2013 et 2015. J'ai fait un tableau simple sans les indices, mais il existe plus loin si jamais vous souhaitiez le voir un peu plus techniquement. Donc, ce sont les dimensions de la maîtrise de la chronologie. Maîtriser la temporalité historienne, c'est être capable de situer dans le temps, maîtriser la succession, cause, apprécier la durée, identifier des changements des continuités, périodiser, identifier des synchronies. Ici, ce sont les dimensions appréciées à partir du QCM, et ici, ce sont les dimensions, les mêmes, appréciées à partir du questionnaire ouvert. Et ici, ce sont les dimensions quand je les apprécie en cumulant les scores aux deux questionnaires. Quand les cases sont vertes, ça veut dire qu'il y a des différences de moyenne significatives statistiquement. Donc il y en a pour situer dans le temps, pour la succession, mais uniquement quand je cumule les scores aux deux questionnaires. Il y en a pour changement de continuité, mais uniquement sur le questionnaire ouvert. Et il y en a pour la synchronie sur le questionnaire fermé et quand je cumule les résultats aux deux questionnaires. Alors moi, ce qui me frappe surtout, c'est ces résultats-là, et peut-être finalement, j'aurais peut-être dû surtout mettre ce cercle-là en évidence, peut-être surtout celui-là, puisque la synchronie était quand même une dimension qui, a priori, était particulièrement travaillée dans ce dispositif parcours chronologique emboîté. Voilà. Donc, il me semble que ces résultats-là attestent de différences de moyenne significatives dans le sens, évidemment, d'une meilleure maîtrise de la temporalité sur ces dimensions-là, et donc m'ont amené à poser l'hypothèse, ce n'est qu'une hypothèse, que la maîtrise de la temporalité serait améliorée, en tout cas sur ces dimensions-là, par le dispositif que j'ai éprouvé. Il me semble que cette hypothèse est d'autant plus crédible, j'aime à le souligner, ça me donne de l'espoir, elle est d'autant plus crédible que les élèves évalués en 2015, et qui donc attestent de meilleures performances au plan de la maîtrise du temps, ceux qui ont bénéficié des parcours chronologiques emboîtés, ils étaient significativement plus faibles quand on prend les scores à l'entrée en histoire que les élèves qui ont été évalués en 2013. Donc j'ai regardé s'il y avait une différence de moyenne significative entre les scores que leur professeur d'histoire leur avait mis à l'entrée dans le dispositif l'année d'avant. Et donc les élèves qui performent mieux en 2015, à l'occasion des dispositifs parcours chronologiques emboîtés, ils performent mieux alors que pourtant ils étaient plus faibles. Donc voilà, leur moyenne en histoire, la moyenne en histoire des élèves en 2013 était de 68% aux yeux des scores que leurs enseignants leur donnaient, tandis que la moyenne des élèves qui bénéficient du dispositif parcours chronologique emboîté était fin 2014 de 60%. Et la différence est significative, me semble-t-il.
Voilà. Donc ça, c'est un élément. Donc ils étaient moins bons à l'entrée, et pourtant, ils sont plus performants au plan de la maîtrise de la temporalité historienne. Mais évidemment, ils étaient moins bons à l'entrée, mais la mesure ne portait pas sur la maîtrise de la temporalité historienne. Donc vous voyez tous les... Voilà. C'est une recherche très perfectible. J'espère que vous n'en serez pas déçus. Bon, l'effet classe rapidement, mais donc il y a très clairement un effet classe qui me semble être lié ça j'en ai parlé avec l'enseignant, aux modalités de composition de la classe. Donc il y a la 4e A, où on met les bons élèves qui font des maths fortes, du latin. Il y a la 4e B, où on met les élèves qui font des sciences, c'est moins bon. Et puis il y a la 4e C, où on met les élèves qui font des sciences économiques et des sciences sociales. Et vous voyez le geste que je fais. Ça va? Donc on procède, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais on procède beaucoup comme ça en Belgique francophone. Et donc évidemment, voilà. Donc le fait d'appartenir à une classe est en fait le reflet, me semble-t-il, de performance ou de profil intellectuel, ou, enfin je ne sais pas trop comment le dire, voilà. Mais très clairement. Vous êtes inscrit en 4e A, vous avez clairement une longueur d'avance, statistiquement parlant, en termes de réussite et en termes de maîtrise de la temporalité historienne, alors que vous êtes juste en 4e A, et que c'est le directeur qui vous a mis en 4e A. La corrélation avec la langue parlée à la maison, voilà, je subis un petit tableau, mais j'aurais pu le dire sans tableau. En fait, sur les scores totaux, au questionnaire fermé, sur le score total, au questionnaire ouvert, ou sur le score total, quand on cumule les deux questionnaires, il n'y a pas d'effet de la langue parlée à la maison. On ne trouve d'effet de la langue parlée à la maison que pour certaines dimensions. Par exemple, la synchronie dans le questionnaire fermé, la durée dans les deux questionnaires cumulés, ou la synchronie dans les deux questionnaires cumulés. Ça m'a un petit peu étonné parce que vous vous souvenez du deuxième questionnaire, où quand même la langue française est quand même bien engagée. On avait un petit échange là tout à l'heure à travers la documentation. Ça m'a aussi étonné parce que même le questionnaire fermé énonce des consignes qu'il s'agit quand même de bien comprendre. Voilà. Donc moi je me serais attendu, surtout qu'on est dans un établissement de la banlieue industrielle, le milieu défavorisé, donc vous imaginez bien aussi une population très, très mixte. Donc je me serais attendu qu'il y ait une corrélation. Il n'y en a pas, mais voilà, j'ai travaillé dans les limites que vous savez. Le diplôme de la mère, donc là la corrélation est, vous voyez qu'il y a du rouge partout, ou presque, à la fois sur les scores totaux au QCM, sur le score total pour le questionnaire ouvert, et alors pour plusieurs dimensions. Donc là, clairement, le diplôme de la mère est corrélé avec la performance de l'élève, et voilà pour les papas des résultats beaucoup moins évidents. Il n'y a que 2 dimensions dans 2 questionnaires qui ont l'air de réagir un peu globalement. Papa ne sert à rien. Discussion, mais on va peut-être la poursuivre ensemble. C'est magnifique, la gestion du temps. Est-ce que les élèves sont représentatifs? Évidemment, non. Ça va? Il ne faut pas faire de dessin. J'espère que ça n'invalide pas complètement mon travail. Est-ce que les élèves ont un profil comparable? Est-ce que ceux de 2013 peuvent être comparés à ceux de 2015? Ben, j'ai quand même envie de dire oui et non. Oui quand même, parce que je suis dans le même établissement. Madame est sceptique, donc on pourra discuter. Donc, on est devant un public qui, a priori, doit être semblable. En tout cas, au niveau de son profil socio-économique, ce n'est pas en 2 ans que les choses ont changé. Donc, on est quand même dans un même bassin de recrutement, je ne sais pas trop comment dire, mais clairement non. Je n'ai pas du tout fait un profil précis de mes élèves de 2013, et je n'ai pas du tout essayé d'apparier les élèves de 2013 à des élèves de 2015. Donc, oui et non, plutôt non. Je me rassure un peu en disant oui. Je suis quand même dans la même école, le même enseignant, le même public à 2 ans d'intervalle. Mais on aura peut-être l'occasion d'en discuter. L'autre limite que je vois, et qui me semble fort importante à mes yeux, c'est que le dispositif dont j'ai testé les faits était en cours d'élaboration. Donc j'ai juste laissé à l'enseignant 1 an pour qu'il fasse ses armes, pour qu'il s'empare de cette idée de parcours chronologique emboîté. Il l'a mis en œuvre pendant 1 an, et puis dès la 2e année, je lui ai dit, allez, on y va, on va un petit peu évaluer ce que ça donne.
Donc voilà, je pense que j'ai évalué les effets d'un dispositif qui était en cours de conception et qui était très peu contrôlé, voire pas contrôlé du tout. Donc je ne suis jamais allé voir en classe ce qu'il faisait effectivement, cet enseignant, parce que je n'en avais pas les moyens humains et financiers. Voilà, donc je n'ai pas du tout contrôlé. Je sais ce qu'il m'a dit qu'il a fait, mais je ne sais pas vraiment ce qu'il a fait, donc c'est une énorme limite. Et je vous laisse compléter la liste avec les points de suspension. Alors toutes ces limites, et c'est ma dernière diapositive, toutes ces limites font que j'ai sollicité et obtenu ce qui est difficile et rare, un budget de recherche pour financer une recherche doctorale de Gaël Pirard qui pendant 4 ans va mettre à l'épreuve un dispositif quasi expérimental beaucoup mieux contrôlé avec une procédure d'échantillonnage beaucoup plus... Enfin, une procédure d'échantillonnage, moi je n'ai pas du tout procédé par échantillonnage, avec le projet de vérifier sur une base empirique et à grande échelle, vous voyez quand même 2 cohortes d'environ 300 élèves. Donc on va prendre des élèves, 2 fois 300 élèves, 300 qui bénéficient d'un enseignement chronologique classique, 300 qui bénéficient de parcours chronologiques emboîtés, et on va les suivre pendant la 2e moitié de leur 3e année secondaire et la première moitié de leur 4e année secondaire. Donc on va essayer d'avoir un dispositif assez, vous voyez, assez étendu, d'une certaine amplitude, parce qu'il nous semblait que maîtriser des progrès en termes de maîtrise du temps, ça ne pouvait pas se faire en administrant une séquence qui dure 6 semaines, ou même 3 semaines, ou 4 semaines, a fortiori, et qu'on ne pouvait pas imaginer mesurer quelque chose. Voilà, donc il y a un programme de recherche qui est un peu plus costaud, et qui va se dérouler dans l'enseignement professionnel plutôt que dans l'enseignement général, parce que la Belgique est un pays compliqué, donc je ne vais pas essayer de vous l'expliquer, mais donc il y a des réseaux d'enseignement différents, on va dire réseau privé, réseau public, on va dire les choses comme ça. Dans le réseau, mais le réseau privé est plus important quantitativement que le réseau public, mais c'est un réseau privé subventionné par le public, donc vous voyez que c'est compliqué. Et dans le réseau public, le nouveau programme d'histoire du qualifiant demande de procéder de façon chronologique classique, alors que dans le réseau privé subventionné, dans les filières professionnelles, ce sont les parcours chronologiques emboîtés qui sont de mise. Donc on profite de deux impositions, de deux curricula différents pour mettre en contraste les 2 méthodologies. Parce que si le programme demande aux enseignants de procéder de façon chronologique, classique, on peut évidemment difficilement leur demander de mettre en place un dispositif qui n'est pas chronologique, et inversement. Donc on s'est saisi de cette chance, en quelque sorte, pour essayer de mettre au point ce programme. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, et j'aimerais profiter de vos remarques. Merci. Je ne vais pas prendre les bouts de parole, je vais laisser Jean-Louis le faire. On est entre nous, ouais, c'est tout simple. Hein. On y reste une quinzaine de minutes environ avant la fin de la réunion, donc on a le temps de poser des questions de manière plus formelle. Peut-être en partant de toi, on en posera d'autres, mais on a au moins 15 minutes en tout cas assurées où on peut commencer à discuter. Et je commencerai par une première question moi-même, si je me permets. Si je peux y répondre. Oui, je me demandais tantôt, est-ce qu'il aurait été possible d'avoir des questions qui auraient été, en plus de la question à choix multiple, des questions ouvertes supplémentaires à ce qu'il y avait déjà là, pour voir, par exemple, pourquoi les élèves choisissaient telle réponse vraie, faux, au moins une ou l'autre de celle-là. Par exemple, tu disais tantôt qu'on pouvait débattre de certaines réponses, ben oui, et donc le sens qu'il donnait à ça, je ne crois pas que ça aurait fait une différence. En fait, je crois que ça n'en aurait pas fait sur les résultats, mais par curiosité, j'aurais aimé savoir si justement un élève dit non, Louis XVI n'aurait pas pu appliquer les réformes parlementaires parce que les structures socio-économiques ne le permettaient pas à la France à cette époque-là. Ça pourrait être, bon, ce serait débattable, mais ça aurait été étonnant et on aurait donc vu autrement sa réponse ensuite. Ça manquait, je pense, et je m'en suis rendu compte. Donc les scores ont été établis sur base des 2 questionnaires et on a procédé à une double correction, un accord interjuge. Donc il y a moi et il y a une assistante de mon équipe qui a travaillé. Et parfois on a eu des débats entre nous parce qu'on avait des on se disait ben, au fond c'est quoi la bonne réponse, voilà. Hein, quand on périodise aussi, hein, on n'est pas toujours nécessairement d'accord.
Et donc effectivement, si on avait pu compter sur, si on avait pu s'appuyer sur des éléments de justification, on aurait pu parfois trancher des situations difficiles. Et voilà. Alors, comme on n'avait pas ces éléments-là, on les a tranchés en se référant un peu à, j'ai un peu honte de le dire, mais à la vulgate, enfin, voilà, en se disant non, Louis XVI n'aurait pas pu parce que, voilà, par exemple, voilà. Mais donc ça aurait été effectivement un élément, bon, ça aurait évidemment alourdi considérablement la prise de données, parce que donc les deux tests, ça occupait 2 leçons, donc c'était quand même fort lourd pour les élèves. Donc voilà, ces leçons, elles étaient, c'est peut-être important ou intéressant de vous le signaler, ces 2 questionnaires, ils étaient administrés à titre d'examen. Ok. Donc les élèves y ont accordé a priori, il y a des élèves qui se foutent des examens, hein, mais les élèves y ont quand même attribué une importance qui n'est pas simplement « oh, il y a un chercheur qui vient, on va remplir ça comme ça ». Et donc chez nous, en Belgique francophone, l'évaluation certificative est encore presque entièrement décentralisée. Il y a une épreuve externe, mais qui est très partielle et dont l'enseignant fait finalement ce qu'il veut. Hein. Donc ce qui se passe à l'école, les élèves savent bien que c'est central. Voilà. Mais donc, la correction, merci de poser la question, Marc-André, la correction des productions des élèves, encore plus le questionnaire ouvert, a été très complexe, a été très, très laborieuse, très difficile. Donc, voilà. Merci. Je vous en prie. En ce qui concerne cette approche chronologique emboîtée, pour ce qui est des liens, en fait, qu'on établit entre les différentes sections, si on veut, est-ce qu'ils sont verbalisés par l'enseignant de façon dans des cours magistraux, ou c'est plutôt, ça émane des élèves qui le verbalisent eux-mêmes ou qui le découvrent par leurs apprentissages? Donc dans mon esprit, dans ce que je demande que mes étudiants fassent, ce sont évidemment les élèves qui doivent les relever, les faire émerger, les pointer. Ça donne lieu à un travail de rédaction, de structuration par les élèves. Le dispositif n'a pas été contrôlé, donc je ne sais pas ce que l'enseignant a effectivement fait et comment il a fait, comment il a procédé. Mais de façon claire, dans ma manière de voir les choses, ce n'est pas l'enseignant qui doit apprendre, ce sont les élèves, donc ça fait partie du travail des élèves sous la responsabilité de l'enseignant. Mais donc là, c'est une des limites que je souligne, et je n'ai pas été voir effectivement comment ça s'est fait. Mais je remarque que la synchronie, vous vous en rappelez, est une des dimensions de la maîtrise de la temporalité sur laquelle des différences significatives se marquent. Donc, je me dis qu'il y a peut-être eu quand même quelque chose de cet ordre-là qui a été fait. Dans le programme de recherche plus costaud qui est maintenant en route, on a prévu de rémunérer des étudiants observateurs pour aller voir à certains moments critiques comment les choses vont se faire avec des grilles. Voilà. Merci. Est-ce que mes élèves étaient représentatifs ou pas, madame? Est-ce qu'ils étaient comparables ou pas plutôt? C'était plutôt ça la question. Non, je dirais, je vous félicite pour la présentation et même pour le projet qui est là sur Monté, mais j'aimerais un peu souligner là le côté du profil. À mon sens, l'homme, l'être humain, est un variable. Et lui-même, il est variable dans le temps, l'espace. Et comment dirais-je encore, si on va parler des étudiants de la cohorte 2012 et de l'année 2015, il y a pas mal de facteurs qui pourraient contribuer ou bien influencer sur tout apprenant. C'est là ce que j'ai fait en non-verbal, c'était dans ce côté-là. Voilà, mais je n'ai pas du tout mal perçu votre non-verbal, il est tout à fait justifié. Hein. C'est ça, voilà. Parce que le profil, voilà. il faut prendre du temps encore pour travailler sur le profil de l'apprenant, qu'il soit un apprenant adolescent, adulte, adulte moyen, peu importe. C'était justement ça. Je ne viens pas à prononcer, moi je ne suis pas du département de l'histoire, mais je m'intéresse fort à l'histoire. Voilà, mais c'est une question fort complexe, je trouve, d'assurer la comparaison
entre deux groupes. Même dans le dispositif plus expérimental qu'on va aller lancer, il faut arriver à parier des classes qui sont comparables. Alors quand on s'en tient à des indices macro comme le profil socio-économique des écoles, ben ça marche, plus ou moins on peut le faire, mais aller apparier des classes en appariant des élèves. Je vous en prie. Interrogation, si vous permettez, parce que vous avez soulevé le point fonctionnel et le mot de rationnel. Oui. Ça m'a fait interpeller à d'autres approches en didactique des langues, là, avec le CECRL en Europe. On travaille avec l'approche actionnelle. 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 Et là, vous travaillez avec l'approche par compétence. Oui. Ok. Et là, vous avez présenté une situation d'apprentissage, la situation dans laquelle ils vont écrire et rédiger pas mal de choses. À mon sens, là, le fonctionnel, il va de pair avec ce qui est actionnel. Oui, oui, oui. La situation d'apprentissage ou bien la situation problème, oui. on le dit, c'est ça par l'approche oui. de compétences. Oui. On pourrait, même pour l'histoire, à mon sens, on pourrait être dans l'approche actionnelle. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc ça m'a un peu voilà. interpellé et là j'ai fait comme. Voilà. Voilà, c'est vrai que j'ai pas du tout. Des langues. Voilà, mais j'ai pas du tout développé ça. Mais donc depuis 2001, les programmes d'histoire sont construits avec des visées en termes de compétences. Et donc c'est vrai que cette épreuve-là renvoie aussi à une ou plusieurs compétences qu'il s'agit de faire apprendre et d'évaluer auprès des élèves. Donc la situation problème est une situation problème qui correspond à un descriptif, au descriptif de plusieurs compétences que les élèves ont exercées, quoi. On s'entend bien, je pense. Voilà. 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 La distinction rationnelle-fonctionnelle chez Michel Minder, d'ailleurs vous avez vu, vous n'avez pas vu, ces travaux remontent aux années 80, c'est-à-dire à une époque où il n'y avait pas encore du tout d'approche par compétence. Cette distinction-là essaye plutôt de discriminer des modes de mise à disposition des connaissances. Quand vous enseignez, vous devez décider d'une forme d'organisation, d'une forme d'ordre dans les connaissances que vous faites apprendre. Et donc la distinction rationnelle-fonctionnelle porte là-dessus, soit vous décidez de les mettre à disposition des apprenants de façon rationnelle, à partir d'un ordre dit naturel et a priori, qui est en fait l'ordre de celui qui sait, qui a structuré ce qu'il sait et qui transmet, ou bien vous leur faites découvrir ça dans une dynamique, dans un ordre qui est plutôt de recherche, de découverte fonctionnelle. Fonctionnelle, pardon. Merci. Je pose une autre question. Oui, je t'en prie. D'abord, une remarque, et après une question, je trouve ça très intéressant. Et ça me fait penser que, pour d'autres choses, dans la Belgique, le Québec sont assez proches dans les structures. Tu parlais des subventionnés, il y a tellement d'exemples où on se ressemble, malheureusement ou heureusement, qui sait. Mais il y a aussi, ça me fait penser aux États-Unis, il y a quelques années, avec David Lefrançois, j'avais fait une petite recherche pour publier un article dans une revue professionnelle sur justement la question de la chronologie. Et des auteurs comme Barton et Leftik ont fait plusieurs recherches au primaire, eux, sur la chronologie, comment les enfants arrivaient à comprendre la chronologie, et ont montré qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une chronologie pour comprendre les choses. Effectivement, l'approche dont tu parlais tantôt, plus axée sur le sens, où on parle des causes des effets vers les causes, fonctionne bien. Mais ils montraient que les élèves ont en effet, là-dedans, et Sylvain Brunner, ont assez spontanément une compréhension des contes et de l'histoire comme un conte avec une narrativité. Puis bon, ça c'est un outil intellectuel de médiation symbolique qu'ils ont socialement acquis et qui facilite les choses dans l'histoire. Mais nonobstant ça, ils peuvent quand même arriver à partir d'une époque et faire du sens avec ça, pourvu qu'elle soit placée, qu'elle soit située dans un contexte. Donc on pourrait avoir un moment qui est très précis, par exemple, travailler sur 50 ans de l'histoire, sans voir ce qu'il y a avant, sans voir ce qu'il y a après, travailler là-dessus. Sans difficulté, sans difficulté. Ouais, et c'est plus, dans le fond, du Polaroid que du film, dans ce cas-là. Mais ils vont très bien situer ça, ils sont capables de le faire. Alors,
c'est donc pas propre à la Belgique. Je pense que ce que tu as trouvé là nous sert à tous, nous servira à tous là, pour réfléchir à comment enseigner. C'est utile. D'ailleurs, ton livre sert déjà, mais ça va dans ce sens-là. Ma question maintenant, pour avoir fait ce commentaire-là disant que c'est quelque chose de, je dirais pas universel, mais... De partager, de partager. De partager, oui, et pas ici. C'est en venir à la question de la compréhension de ce que, plus fine, de ce que font les élèves lorsqu'ils travaillent. Je parlais tantôt de l'intérêt qu'il y aurait peut-être eu à avoir des questions en choix multiples aussi pour éclairer le sens des réponses aux questions en choix multiples. Et est-ce qu'il y a une possibilité pour le doctorant qui fait cette recherche-là d'aller vers ce genre de recherche plus fine, en plus de tout le restant? Par exemple, interviewer les élèves pour comprendre pourquoi ils le font ici à divers moments, pour trouver une façon d'éliciter, de rendre explicite les comportements mentaux qu'ils ont lorsqu'ils travaillent. Leurs conduites peuvent être assez complexes, mais ils peuvent quand même aider à le dire, parfois avec des protocoles d'organisation concomitante de l'action, think aloud, comme il appelle en anglais, donc on travaille. Bon, c'est pas toujours très naturel, mais il y a des façons de faire. Ça pourrait peut-être être, pour lui ou pour un autre, ça pourrait être une façon d'aller plus finement sur certains cas qu'on pourrait observer d'un point anthropologique aussi par ailleurs. Est-ce qu'il y a de la place pour ça ou c'est vraiment l'appareillage? Pour l'instant, on en a parlé. Pour l'instant, c'est a priori pas prévu parce qu'on est sur un. Mais c'est déjà très lourd. C'est 4 années et puis après c'est fini. Le financement est terminé. Donc c'est complexe. C'est d'autant plus complexe que donc la formation des enseignants chez nous font que ils ont une formation très poussée en recherche dans leur discipline de référence. Donc Gaël est historien, il a été formé à faire de l'histoire de l'Antiquité, mais il n'a pas de formation méthodologique en didactique et en sciences de l'éducation. Donc il doit en 4 ans aussi s'emparer de ces éléments méthodologiques. Voilà. Mais c'est vrai que ça a été évoqué plus à titre de prolongement éventuellement, une fois qu'on aurait identifié des profils d'élèves ou des élèves qui se montreraient peut-être particulièrement compétents ou pas par rapport à telle ou telle dimension, de pouvoir leur resoumettre des tâches et voilà, de procéder par single out ou par entretien. Voilà. Mais pourquoi pas tenter le coup pendant le dispositif, prendre des données et puis on verra. Donc, oui, c'est une très bonne suggestion. Ouais. Avec 300 personnes. Ah non, mais bon, on pourrait tirer aléatoirement parmi ces 300 personnes, 30, et prendre les données. Et puis on voit, on verra ce qu'on en fait. Mais c'est vrai que ça, c'est toujours très. Enfin, ça moi, c'est toujours extrêmement compliqué quand vous voulez rentrer dans la boîte noire, évidemment, de l'élève ou de l'être humain qui apprend, qui réfléchit, qui est dans son activité cognitive. Donc, je lui dirai, je lui proposerai. Bonne idée. Il est déjà 16h15. Merci Jean-Louis de t'être Merci à vous. Les autres de ma rapacité parce que je t'ai monopolisé avec cette question. Mais bon, merci. Mais merci pour l'invitation. En tout cas, c'était un grand plaisir. Sinon, un honneur. Partagez. Au revoir. Merci bien.